La première chose qu'il ressentit fut l'odeur. Pas urbaine, pas ce mélange familier d'asphalte, de gaz d'échappement et de nourriture des autres qu'une personne du XXIe siècle cesse de remarquer après quelques années de vie en ville. Cette odeur avait disparu. Il y en avait une autre. La terre humide, si vivante qu'elle semblait respirer. Des feuilles en décomposition, de la mousse, quelque chose de floral et d'acre à la fois, une odeur d'eau à proximité, et par-dessus tout cela, quelque chose d'animal, d'épais, d'étranger. Jean Guizu ouvrit les yeux. Le ciel. Le ciel n'était pas le même. Il le regarda plusieurs secondes avant de comprendre ce qui n'allait pas, il était trop bleu. Sans la moindre trace de smog, sans traînée d'avion, sans brume urbaine. Juste un bleu absolu, primordial, dans lequel un nuage d'une blancheur telle qu'il n'en avait jamais vu dériver lentement. Il s'assit. La forêt. La forêt autour de lui était immense. Pas comme un parc, pas touristique, réel, sauvage, sans chemin ni panneau. Des arbres aussi aucun immeuble de 5 étages se tenait si densément qu'une pénombre régnait entre eux, même en journée. Des fougères hautes comme un homme. Des lianes épaisses comme un bras. De la mousse sur les pierres, d'un vert vif et surnaturel. Jean Guizu était un programmeur de 28 ans. Il vivait à Séoul. Buvait trop de café et dormait trop peu. La dernière chose dont il se souvenait était une soirée tardive, un écran d'ordinateur, une échéance urgente et un mal de tête grandissant. Puis l'obscurité. Puis ce ciel. Il se leva et comprit immédiatement que le corps n'était pas le sien. Pas dans le sens d'étranger, dans le sens de différent. Plus fort, plus lourd, avec un centre de gravité différent. Les mains calleuses, bronzées. Il leva une paume vers son visage et la regarda longtemps. Puis, au loin, à au moins 2 kilomètres de là, le sol trembla. Il trembla simplement. Comme si quelque chose de très grand avait fait un pas. Le système apparut une minute après qu'il se fût levé. Aucune fanfare, aucune lumière vive, juste une lueur de la taille d'une feuille de papier apparut dans l'air devant lui. Le texte était clair, activation du système d'abri régresseur détecté. Période mésozoïque supérieure. Menace à l'échelle planétaire, confirmée. Délai avant l'événement, inconnu exactement. Le système continue le calcul. Le système de l'abri vous a été attribué. Objectif, survivre à l'événement. Méthode, construire un abri offrant une protection suffisante. Accepter. Jean Guizu fixa l'écran. Mésozoïque supérieur. Il était programmeur, pas paléontologue, mais il connaissait le mot mésozoïque. Tout le monde le connaissait. C'était l'ère des dinosaures. L'époque qui s'est terminée il y a 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a frappé la Terre et tué les 3/4 de toute vie sur la planète. Il se tenait dans une forêt du Mésozoïque supérieur. Et le système lui disait qu'une menace à l'échelle planétaire avait été confirmée. Il appuya sur accepter. Les informations ne vinrent pas en une vague, mais plutôt en un paquet. Comme le téléchargement d'un fichier, ce qui prit plusieurs secondes et laissa ensuite de nouveaux dossiers dans sa tête. Pas des connaissances étrangères, plutôt l'accès à ce qu'il savait en principe, mais n'avait jamais pensé à appliquer, les bases de la géologie, les principes de construction, la physique des matériaux au niveau de la compréhension, pas des formules, les principes de base de la survie. Et une tâche, la première, tâche, emplacement, trouver un endroit approprié pour construire un abri. Exigence, stabilité géologique, proximité de l'eau, terrain protégé. Délai, ouvert. Récompense, 500 points de construction plus plan de base de l'abri. 500 points de construction. Il ne savait pas encore si c'était beaucoup ou peu. Mais la tâche était claire. Il regarda autour de lui. La forêt. Humide, chaude, vivante. Quelque part à gauche, le bruit de l'eau. À droite, la direction même d'où était venue la vibration du sol. Il alla vers la gauche. La rivière fut trouvée après 20 minutes de marche. Large, lente, avec une eau claire sur un fond de galets. La berge d'un côté était douce, de l'autre rocheuse, avec le substrat rocheux à nu. Sur la berge rocheuse, une falaise surplombait l'eau de sorte qu'un auvent naturel s'était formé en dessous, pas une grotte, mais le début de quelque chose. Le système réagit immédiatement, point de construction potentiel détecté, évaluation, bonne recommandation, étudier la masse rocheuse plus en détail. Il s'approcha de la falaise. Frappa dessus avec ses jointures, dures, sans creux.
regarda l'auvent, environ 4 mètres de profondeur, 8 de large. Au-dessus de sa tête, la roche avait environ 15 mètres d'épaisseur, montant vers le haut. Un bon endroit. Il avait déjà commencé à planifier dans sa tête quand soudain un son vint de derrière lui. Il se retourna lentement, non par calme, mais par la compréhension instinctive que les mouvements brusques n'étaient pas appropriés en ce moment. Sur la rive opposée de la rivière se tenait un dinosaure. Petit, environ 1,5 m au garrot, sur 2 pattes. Verdâtre, avec des flancs tachetés, avec cette inclinaison caractéristique du corps vers l'avant qu'Isu avait vu sur des images. Le dinosaure le regardait. Pas agressivement, plutôt comme regarde un chien inconnu, évaluant, attendant. Puis il inclina la tête sur le côté. Et partit dans les buissons. Isu resta près de la falaise et sentit son cœur retourner lentement à sa place. « Bienvenue », dit-il à voix haute, en coréen, ce que personne ici ne comprenait. L'écho répondit de la berge rocheuse. Il n'y avait pas d'outil. Il le comprit le 2e jour, quand la tâche lui demanda de commencer à dégager le site pour les fondations, et tout ce qu'il avait à sa disposition était ce que la nature autour de lui offrait. Des pierres. Des branches. Ses propres mains. Le système en tenait compte, il le comprit quand il ouvrit la section d'aide, base DE connaissances, AGEDE pierre. Le système est adapté au niveau technologique actuel. Technologie disponible, taille de la pierre, vannerie, travail du bois sans métal. Limitation, chaque outil doit être créé manuellement. Indice, le silex est le meilleur matériau pour les outils de coupe. Cherchez près des lits de rivière. Du silex. Il passa 3 heures au bord de la rivière, à trier les pierres jusqu'à en trouver plusieurs d'un gris approprié, avec des bords tranchants là où une autre roche les avait autrefois brisés. Le système donna un schéma, comment le tenir, comment frapper, quel angle. Le premier couteau fut mauvais. Le deuxième, meilleur. Le troisième pouvait déjà être appelé un outil. Il coupa des branches, façonna des piquets, commença à marquer les limites du futur site. Le travail avançait lentement, une lenteur primitive impossible à imaginer en vivant dans un monde où les machines font tout. Chaque action demandait un effort. Chaque résultat était petit, mais tangible. Le soir du 2e jour, le site avait été marqué. Il s'assit près d'un petit feu allumé par friction, y ayant passé 40 minutes et plusieurs couches de peau sur ses paumes, et regarda la rivière. Calme. Puis pas tout à fait calme. Ils apparurent le 3e jour. D'abord l'odeur de la fumée, pas la sienne. Puis des voix. Pas des mots, juste des sons qui étaient des voix parce qu'ils avaient une intonation et un rythme. Isu se figea près de la falaise et attendit. Ils étaient 7. Petits, trapus, à la peau foncée et aux cheveux noirs. Vêtus de peau grossièrement travaillée attachée sur les épaules et à la taille. 2 avaient des lances avec des pointes de pierre. L'un avait quelque chose comme une massue avec une pierre attachée. Ils s'arrêtèrent à 20 mètres et le regardèrent. Isu se tint debout et les regarda. Des hommes primitifs le regardaient avec cette expression particulière où il y avait tout à la fois, prudence, intérêt, disposition à fuir ou à frapper, et autre chose qu'il ne déchiffra pas immédiatement. Puis il comprit, la surprise. Il se tenait près de la falaise, à côté de laquelle des outils avaient été soigneusement disposés, plusieurs couteaux de silex, des bottes de branches, des marqueurs faits de piquets enfoncés. Pour eux, cela semblait inhabituel. Isu leva lentement les 2 mains, paume vers l'avant. Un geste universel. Il ne savait pas si cela fonctionnait ici. L'un des 7, un homme plus âgé, avec une cicatrice sur l'épaule gauche, s'avança légèrement. Il dit quelque chose. Isu ne comprit pas un mot, mais l'intonation était interrogative. Isu montra la falaise. Puis le sol sous ses pieds. Puis fit un geste de ses mains comme s'il construisait des murs. L'homme balafré le regarda longuement. Puis dit quelque chose aux autres par-dessus son épaule. Et fit un pas en avant. La langue était une barrière évidente et non rapidement franchissable. Mais la barrière n'était pas un mur. Isu le comprit à la fin de la première journée passée avec les 7. La langue des gens était complexe, à en juger par les intonations, avec différents registres, avec des gestes qui la complétaient. Mais ils avaient aussi le même besoin humain fondamental de comprendre et d'être compris qui existe en dehors du langage. Il montra, ils regardèrent. Il fit, ils observèrent. Quand il tendit un couteau de silex à l'un des jeunes hommes, celui-ci le prit, le retourna, testa la lame avec son doigt soigneusement,
et dit quelque chose avec une approbation évidente. L'homme balafré, qu'Isu appela ancien dans son esprit, ne partit pas de toute la journée. Il s'assit sur le côté et observa Isu travailler. Parfois disait quelque chose. Parfois se taisait. Une fois, il apporta un morceau de viande rôtie, le plaça à proximité sans imposer, et s'éloigna. Isu mangea. C'était plus important que la politesse, il n'avait pas mangé depuis 2 jours, sans compter les baies qu'il avait trouvées et que le système avait confirmé comme sûr. Le soir, 3 des 7 l'aidaient à transporter des pierres. Non parce qu'il le demandait. Il regardait simplement ce qu'il faisait, comprenait la mécanique, et commençait à aider. De même. Le 5e jour, le système produisit quelque chose d'inattendu, tâche accomplie, emplacement reçu, 500 PC débloqués, plan de base de l'abri nouvelle tâche, alliance établir un contact stable avec la tribu locale. Méthode, démonstration de compétences utiles, création de confiance. Délai, ouvert. Récompense, 8 cents PC plus déblocage construction coopérative. Alliance. Le système comprenait lui-même qu'il ne pouvait pas gérer seul. Isu regarda la tâche et réfléchit. Les 7 étaient un groupe de reconnaissance ou un groupe avancé. Quelque part à proximité se trouvait toute la tribu. Et il n'avait aucune idée de leur nombre, de leur structure, de la façon dont ils prenaient leurs décisions. Mais il avait quelque chose. Il pouvait allumer un feu rapidement. Il fabriquait de meilleurs couteaux qu'eux. Et il savait aussi autre chose, quelque chose qui, pour les gens de cette époque, devait ressembler à un mélange de compétences et de magie. Un arc. Il fabriqua un arc le 6e jour. Pas immédiatement, d'abord il trouva le bon bois, le système lui indiqua, souple, mais pas cassant, choisit une branche de l'épaisseur nécessaire, la travailla avec un grattoir en silex. Corde d'arc à partir de tendons, que l'ancien avait apporté de la mise à mort du matin. Flèche, branche droite, pointe de silex. Les 7 observèrent le processus avec une attention croissante. Quand il prit l'arc, tendit la corde et tira sur l'écorce d'un arbre à une vingtaine de mètres, la flèche entra dans l'arbre avec un toc caractéristique, et les 7 se turent en même temps. Le silence dura environ 3 secondes. Puis une explosion de voix. Le jeune homme, celui à qui il avait donné le premier couteau, sauta, courut à l'arbre, toucha la flèche, essaya de la retirer. Se retourna et cria quelque chose aux autres avec un visage qui rendait les mots superflus. L'ancien s'approcha lentement d'Isu. Se tint à côté de lui. Regarda l'arc. Isu le lui tendit. L'ancien le prit. Le retourna. Regarda la corde. La tendit lentement, incorrectement, mais avec une compréhension du mécanisme. La relâcha. La corde claqua sans flèche. L'ancien regarda Isu. Et dit quelque chose brièvement, en un seul mot. Isu ne comprit pas le mot. Mais il comprit l'intonation. C'était quelque chose comme « Viens ». Le camp était à 2 kilomètres en amont de la rivière. Isu marcha derrière l'ancien et les 7 et regarda. Environ 40 personnes, conta-t-il rapidement. Hommes adultes, femmes, enfants de différents âges. Plusieurs personnes âgées. Ils vivaient sous des abris de peau tendus entre les arbres, et près d'une falaise rocheuse qui offrait une protection partielle contre le nord. L'endroit avait été choisi pas mal du point de vue de la survie de base. Près de l'eau, avec une vue sur l'espace ouvert devant, une falaise dans le dos. Mais Isu regarda avec les yeux d'un homme à qui le système venait d'ouvrir le plan d'un abri de base, et vit des dizaines d'endroits où on aurait pu faire mieux. Son apparition provoqua une réaction, les enfants coururent derrière leur mère, plusieurs hommes saisirent leurs lances. L'ancien leva une main et dit quelque chose fort. La réaction s'apaisa, ne disparut pas, mais s'apaisa. L'ancien le conduisit au centre du camp. Là était assis un autre homme, plus âgé que l'ancien, aux cheveux blancs et au visage calme. Il portait une peau différente, plus sombre, avec des ornements en os. Pas un chef au sens militaire, plutôt quelque chose entre un conseiller et un guide spirituel. L'ancien expliqua quelque chose longuement, avec des gestes. Tête Blanche écouta sans interrompre. Parfois il jetait un coup d'œil à Isu. Puis il se mit à parler lui-même. Isu ne comprenait pas les mots, mais écoutait l'intonation et regardait les visages. Tête Blanche demandait. L'ancien répondait. Plusieurs fois, il montra l'arc derrière l'épaule d'Isu, les couteaux à sa ceinture. Finalement, Tête Blanche regarda directement Isu. Et fit un geste, assieds-toi.
Isu s'assit. Il vécut avec la tribu pendant 3 jours avant de franchir l'étape suivante. 3 jours étaient nécessaires. Pas pour apprendre à connaître au sens social, pour comprendre la structure. Qui prenait les décisions et comment? Qui écoutait qui? Ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Il pouvait faire beaucoup, il comprit rapidement que les considérer comme primitifs serait une erreur. Les pisteurs de la tribu lisaient les pistes d'une manière qui était un art à part. Les femmes tissaient des paniers avec une précision de motif qui lui coupait le souffle. Les chasseurs connaissaient les habitudes de chaque animal dans un rayon d'une journée de marche. Mais il leur manquait plusieurs choses. Plusieurs choses fondamentales. Premièrement, une structure permanente. Les abris de peau étaient temporaires. Ils se déplaçaient après le gibier et avec le gibier. Deuxièmement, l'arc. Troisièmement, la compréhension qu'après un certain temps, le ciel tomberait sur la terre. La dernière, il ne pouvait pas encore la transmettre. Mais les 2 premières, il le pouvait. Le 4e jour, il demanda, avec des gestes, avec des dessins sur le sol, la permission de montrer quelque chose. Tête Blanche regarda. L'ancien hocha la tête. Isu prit un jeune chasseur, le même que celui du premier couteau, dont le nom sonnait comme Ray, il ne le détermina jamais exactement, mais l'homme répondit et l'emmena dans un endroit dégagé. Là paissait un petit troupeau de quelque chose comme des cerfs, plus grand que d'habitude, avec des pattes plus longues. Ray se tenait à côté de lui avec une lance. Le troupeau était à environ 50 mètres. Trop loin pour une lance. Isu sortit l'arc. Tira. L'animal tomba du premier coup. Ray le regarda plusieurs secondes. Puis fit quelque chose dont Isu se souvint longtemps, il se précipita vers l'animal en courant, se retourna, regarda l'arc, regarda la distance, regarda l'arc à nouveau, et cria quelque chose en direction du camp. Appelant les autres. L'arc fit l'impression sur laquelle Isu avait compté. Mais ce ne fut pas cela qui devint le tournant. Le tournant fut ce qui arriva le soir. La tribu chassa avec le nouvel arc, toute la tribu voyait maintenant la chasse différemment. Ils rapportèrent beaucoup de gibier. Ils cuisinèrent autour du feu central, toute la tribu ensemble. Et ce soir-là, un son vint du nord. Lourd, rythmique, grandissant. Le sol commença à trembler légèrement, Isu le sentit avec ses pieds avant ses oreilles. La tribu connaissait ce son, la réaction fut immédiate, les enfants vers leur mère, les hommes avec leurs armes en avant, Tête Blanche disant quelque chose rapidement. De la forêt sortit un dinosaure sauropode. Énorme. Environ 20 mètres de long, avec un long cou, avec un corps qui, à lui seul, avait la taille d'une petite maison. Il longea la rivière lentement, avec cette indifférence calme que l'on trouve chez les créatures qui n'ont pas d'ennemis naturels. Il ne regarda pas la tribu, il passa simplement à côté, à une trentaine de mètres. La tribu resta immobile. Isu resta aussi immobile. Et soudain, il vit. Le sauropode marchait avec une inclinaison. L'une des pattes avant touchait mal le sol, l'animal boitait. Légèrement, mais visiblement. Quelque chose dépassait du pied, une branche cassée ou un os, coincé entre les orteils. Le système s'afficha, événement imprévu, individu blessé détecté, sauropode, classe herbivore. Potentiel, animaux de trait apprivoisés, ressources de construction de classe A. Risque d'interaction, moyen. Recommandation, contact prudent. Ressources de construction de classe A. Isu regarda l'énorme dos du dinosaure s'éloignant le long de la rivière. Et se mit à réfléchir. Il suivit le dinosaure seul. Ray essaya de suivre, Isu l'arrêta d'un geste. Ray n'était pas d'accord avec un geste, se frappa la poitrine et secoua la tête. Je viens avec toi. Isu réfléchit une seconde et n'objecta plus. Ils suivirent le sauropode le long de la rivière pendant une demi-heure, gardant leur distance pour ne pas l'effrayer. L'animal avançait lentement, avec une nette réticence à poser du poids sur la patte blessée. Il s'arrêta sur une large plage de sable, baissa son long cou vers l'eau, commença à boire. Isu s'accroupit derrière les rochers. Ray s'accroupit à côté de lui. Isu regarda le pied. L'épine, ou quoi que ce soit, dépassait entre le 2e et le 3e orteil. Grande, en bois, clairement enfoncée profondément. Il n'y avait pas encore d'inflammation, mais si elle n'était pas enlevée, il y en aurait. Le système avait raison, s'il l'enlevait, l'animal s'en souviendrait. Les animaux se souviennent de la douleur et de son retrait avec une égale précision.
La question était de savoir comment approcher une créature qui pesait 30 tonnes sans se faire écraser accidentellement. Il choisit la méthode la plus simple. Il sortit de sa ceinture une petite pochette de bail, les mêmes que le système avait marquées comme sur et qu'il avait cueillies le matin. Il sortit lentement de derrière les rochers. Ray lui saisit le bras, Isu se libéra doucement. Le sauropode leva la tête de l'eau. Regarda. Isu se tint debout et resta immobile. Ne regarda pas l'animal dans les yeux, regarda légèrement sur le côté. Ne leva pas les mains. Il resta simplement debout. 30 secondes. 1 minute. Le sauropode baissa à nouveau la tête vers l'eau. Isu fit un pas. S'arrêta. Un autre pas. Encore un. 10 minutes plus tard, il se tenait à 2 mètres de la patte avant de l'animal. Le pied était énorme, chaque orteil avait la taille de sa tête. L'épine dépassait par en dessous, entre les orteils, d'environ 20 cm de long. Isu sortit le couteau de silex lentement, sans mouvement brusque, et s'accroupit. Le sauropode sentit ses mains sur le pied et s'arrêta. Il ne se déroba pas, ne bougea pas. Il se figea simplement. Comme s'il comprenait. Ou ne comprenait simplement pas ce qui se passait. Isu travailla pendant 2 minutes, soigneusement, sans à-coups, libérant l'épine des tissus qui la retenaient. Quand elle sortit, l'animal secoua faiblement sa patte, par réflexe. Puis la reposa. Isu recula de 3 pas. Le sauropode tourna lentement son long cou. Le regarda avec un œil énorme, brun, avec une pupille verticale, pas effrayant du tout à cette distance, juste grand et attentif. Puis il étendit son cou vers l'avant. Isu ne recula pas instinctivement, resta simplement debout. Le museau du sauropode se retrouva à côté de son visage, énorme, chaud, avec des narines de la taille d'un poing. L'animal inspira bruyamment son odeur. Ray derrière les rochers ne respirait pas, à en juger par le son, c'est-à-dire par son absence. Le sauropode expira. Il tendit le cou vers la pochette de bail, les sentit. Isu ouvrit la pochette, les versa dans sa paume. L'animal prit tout en un mouvement de sa langue, la langue était aussi large que sa poitrine. Puis le sauropode se retourna. Et s'en alla plus loin le long de la rivière. Mais plus lentement. Ne boitant plus. Ray l'approcha 1 minute plus tard. Regarda longuement le dinosaure qui s'éloignait. Puis dit quelque chose à voix basse, presque pour lui-même. Isu ne comprit pas les mots. Mais au visage, il comprit, Ray faisait partie de ces gens qui savent voir quand quelque chose d'important vient de se produire. Le système confirma, exploit imprévu, premier contact. Un contact primaire a été établi avec un sauropode. L'animal s'est souvenu du sujet. Probabilité d'interaction répétée, élevée. Isu rangea le couteau. Regarda dans la direction où le dinosaure était allé. Le grand, le nomma-t-il dans sa tête. Pas original, mais honnête. Il accomplit la tâche Alliance le 12e jour. Non pas par une action, mais par une série. L'arc. L'aide à la chasse. 3 couteaux de silex améliorés, qu'il fabriqua et distribua. Les paniers étanches, il montra aux femmes comment traiter le tissage avec de la résine, qu'il trouva sur les pins plus haut sur la pente. Et surtout le feu. Pas le feu lui-même, il savait le faire. Mais il leur montra comment conserver les braises dans un récipient spécial fait d'une poterie soigneusement enduite d'argile, pour ne pas avoir à recommencer de zéro à chaque fois. Tête Blanche observa cela avec une attention particulière, vint lui-même, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Quand le contenant à braise transporta le feu à travers la nuit, au matin, Tête Blanche dit quelque chose. Longuement. L'ancien traduisit avec des gestes autant qu'il put. Le sens était approximativement, tu sais des choses que nous ne savons pas. Isu hocha la tête. L'ancien demanda avec des gestes, pourquoi es-tu ici? Isu réfléchit une seconde. Puis s'accroupit et commença à dessiner sur le sol. Un cercle, la terre. Un point au-dessus, le ciel. Puis un autre cercle, plus petit, tombant d'en haut sur le premier. Puis des vagues s'étendant vers l'extérieur à partir de l'impact. La tribu regarda. Isu montra le ciel. Puis le dessin. Puis tout autour, la forêt, la rivière, le camp. Et fit un geste horizontal de la main, un geste signifiant, tout cela disparaîtra. Le silence. Tête Blanche regarda le dessin très longtemps. Puis dit quelque chose à l'ancien. L'ancien répondit.
Ils parlèrent plusieurs minutes, sans prêter attention aux autres. Isu attendit. Enfin Tête Blanche le regarda. Et hocha la tête. Isu n'était pas sûr que l'homme ait compris exactement. Mais le hochement de tête était réel. Et cela suffisait. Tâche Alliance accomplie reçue, 800 PC débloqués, construction coopérative solde CP actuel, 1300 nouvelles tâches, fondation commencer la construction de l'abri principal. Exigence, maçonnerie en pierre, au moins 3 murs porteurs, toiture en matériaux naturels. Délai, 30 jours. Récompense, 1500 PC plus déblocage structures avancées 30 jours. Et la construction coopérative. Isu montra à la tribu le dessin de l'abri sur le sol. Montra la falaise près de la rivière, l'endroit qu'il avait choisi au début. Montra avec des gestes, nous construisons ici, tous ensemble, solide. La réaction fut mitigée. Plusieurs hommes parlèrent avec des expressions de désaccord, il devina de quoi il s'agissait, ils étaient habitués à se déplacer. Une structure permanente contredisait leur mode de vie. Tête Blanche dit quelque chose de bref à nouveau. Tout le monde se tut. L'ancien regarda Isu et montra la falaise. Conduit. La construction commença le 13e jour. 40 personnes, c'était une force dont Isu n'avait pas osé rêver en travaillant seul. Mais 40 personnes sans compréhension de la logique architecturale, c'était aussi un défi de gestion pour lequel il n'était pas théoriquement préparé. Pratiquement, il géra. Il divisa le travail en parties. Un groupe pour la pierre, transportée de la rivière au site. Un autre pour l'argile, creusée sur la berge, mélangée avec de l'eau et de l'herbe. Un troisième pour le bois, couper, équarrir, préparer les rondins pour le toit. Ray devint une sorte de contremaître, non parce qu'Isu le nomma, mais parce qu'il prit lui-même ce rôle. Expliquer aux autres ce qu'il fallait faire. Les corriger quand ils le faisaient mal. Parfois, il venait vers Isu et demandait avec des gestes, et Isu répondait avec des gestes et des dessins. À la fin du 3e jour, la rangée de fondation fut posée. Grossière, inégale par rapport aux normes modernes, mais posée. Des pierres fixées avec un mortier d'argile, séchées à la chaleur. La première rangée du mur s'éleva à un demi-mètre au-dessus du sol. Isu se tint debout et la regarda. Ray se tint à côté de lui. Isu dit en coréen, parce qu'il ne connaissait pas d'autre langue, c'est le début. Ray ne comprit rien. Mais hocha la tête avec la même intonation significative que s'il avait compris. Ils le trouvèrent, ou plutôt elle le trouva, le 18e jour. Isu revenait de la rivière avec des pierres, portant de gros morceaux de grès attachés avec une liane, et entendit un bruit. Doux, intermittent. Pas un rugissement, autre chose. Plus jeune. Il s'arrêta. Le bruit venait de buissons à une dizaine de mètres. Le système réagit, détecté, petit de Smilodon, grand félin prédateur à dents de sabre. Âge approximatif de l'individu, 3 ou 4 mois. État, détresse, possiblement séparé de la mère. Risque d'interaction immédiate, faible, petit. Risque de présence d'adultes, moyen. Smilodon. Tige à dents de sabre. Isu baissa les pierres. Écarta lentement les buissons. Le petit avait la taille d'un gros chat domestique, hirsute, tacheté, avec une tête disproportionnellement grande et des crocs minuscules, pas encore poussés, qui laissaient néanmoins déjà entrevoir ce qu'il deviendrait. Il était couché au pied d'un arbre et regardait Isu avec d'immenses yeux ambrés. Une patte était pressée contre son ventre. Isu s'accroupit. Le petit ne s'enfuit pas, ne pouvait pas, à en juger par la position de la patte. Il cracha, mais faiblement. Isu étendit prudemment sa main, paume vers le bas, lentement, en arc de cercle, non pas vers le museau, mais sous le menton. La vieille manière féline de faire connaissance. Le petit cracha encore 30 secondes. Puis renifla sa main. Puis cogna son front contre sa paume. La patte n'était pas cassée, mais disloquée. Isu le comprit à la position caractéristique non naturelle de l'articulation. Il n'était pas vétérinaire, mais le système donna une compréhension de base, l'articulation devait être remise en place rapidement et précisément. Il le fit. Le petit poussa un cri bref, perçant, et essaya de le mordre avec ses dents minuscules. Pas douloureusement. Isu maintint la patte encore quelques secondes pendant que la douleur passait. Puis la relâcha. Le petit posa prudemment la patte sur le sol. Testa l'appui. Se leva. Et regarda à nouveau Isu.
Ce regard, long, évaluateur, avec cette gravité féline qui ne dépend pas de l'âge, il s'en souvint. Prit les dernières baies de la pochette. Les mit sur le sol. Le petit regarda les baies. Les renifla. Ne les mangea pas, les smilodons étaient prédateurs. Mais les renifla et regarda à nouveau Isu. Isu se leva. Ramassa les pierres. Se dirigea vers l'abri. Le petit trottina après lui. Dans le camp, son apparition provoqua la réaction prévisible et violente. Plusieurs personnes saisirent leurs lances. Les enfants coururent. Tête Blanche se tint très droit, avec l'expression sur son visage qu'Isu avait appris à lire comme « Cela nécessite une explication immédiate ». Isu s'arrêta. Le petit s'assit à côté de lui, ne se cachant pas derrière lui, mais ne partant pas non plus. Juste à côté de lui. Isu montra le petit. Puis lui-même. Puis fit un geste qu'il espérait interpréter comme « Il est avec moi, il n'est pas dangereux ». Tête Blanche dit quelque chose. L'ancien s'avança. S'approcha prudemment du petit. Celui-ci le regarda avec méfiance, mais sans agression. L'ancien tendit la main, le petit recula, mais ne s'enfuit pas. L'ancien regarda Isu. Dit quelque chose brièvement. Ray, debout à proximité, rit, la première fois qu'Isu entendait son rire. Répondit quelque chose à l'ancien. Isu ne comprit pas les mots. Mais l'atmosphère se détendit. Il nomma le petit Sog, la première syllabe du mot primitif que la tribu utilisait pour les grands félins. Pas original, mais il y répondait. Sog vécut à côté de lui. Pas dans le sens d'apprivoiser dès le premier jour, dans le sens qu'il choisit cet endroit et cette personne et, pour l'instant, ne partait pas manger de la viande donnée après la chasse. Dormait à l'entrée de l'abri qui, à ce moment-là, avait déjà 3 murs et le début d'un toit. Il s'habitua lentement à la tribu. Aux enfants plus vite, étrangement. Unseo non, elle n'était pas là, mais une des filles d'environ 8 ans, qu'Isu appelait Tache dans son esprit à cause d'un grain de beauté sur son nez, s'approcha de Sog le 3e jour et le gratta derrière l'oreille. Il ferma les yeux. Après cela, la tribu l'accepta complètement. Le système produisit quelque chose d'inattendu, exploit, premier allié le petit de Smilodon à accepter le sujet. Potentiel adulte, garde de périmètre, éclaireur, facteur de dissuasion pour les grands prédateurs. Utilité actuelle, faible. Prévision dans 12 à 18 mois, élevée. Dans 12 à 18 mois. Il n'avait pas autant de temps, il ne savait pas exactement combien il restait jusqu'à l'astéroïde, mais le système disait inconnu exactement. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas compter sur un tigre à dents de sabre adulte au moment nécessaire. Mais le petit était maintenant une ressource différente, une ressource psychologique. La tribu vit que l'homme étrange avec l'arc et les couteaux savait s'entendre avec ceux avec quoi il ne savait pas s'entendre. C'était de l'autorité. Calme, non guerrière, mais réelle. Le sauropode apparut à nouveau le 23e jour. Isu le vit d'abord depuis la pierre d'observation au-dessus de la rivière, où il montait chaque matin pour vérifier l'horizon. Le grand marchait le long de la même berge que la première fois. Il marchait régulièrement, le pied avait guéri. Le système s'afficha, détecté, apparition répétée du sauropode. L'animal est revenu au point du premier contact. Raison probable, association avec le soulagement de la douleur au nourrissage. Recommandation, renforcer le contact. Isu descendit à la rivière. Prit avec lui de grandes feuilles, larges, succulentes, que Lisungo non, pas lui, mais un des hommes de la tribu qui s'occupait des plantes, lui avait montré comme friandise pour les grands herbivores. Il s'approcha de la berge. Le grand le vit avant qu'il ne soit prêt, tourna la tête, se figea. Puis se déplaça lentement dans sa direction. Isu déposa les feuilles sur une pierre près de l'eau. Le grand s'approcha. Baissa la tête. Il mangea lentement, avec ce calme animal particulier des grands herbivores, pas de peur car il n'y a personne à craindre, pas de hâte car tout ce qui l'entoure t'appartient. Isu se tint à proximité. Puis posa prudemment sa main sur le cou de l'animal. Le grand ne s'arrêta pas, continua de manger. La peau était chaude, rugueuse, avec la texture caractéristique des grands reptiles. Sous sa main, il sentait les muscles, énormes, se déplaçant régulièrement pendant la mastication. Une semaine plus tard, le grand venait à la rivière tous les jours. Pas toujours jusqu'à l'abri, parfois il buvait simplement de l'eau et repartait. Mais Isu sortait à chaque fois avec des feuilles, et le grand s'en souvenait, il s'arrêtait quand il le voyait,
attendait la friandise. Le 32e jour, ce qu'Isu avait envisagé depuis le tout début, mais sans se presser, arriva. La construction nécessitait de grosses pierres, celles que 4 personnes pouvaient à peine déplacer. Des blocs de grès sur la rive nord de la rivière étaient idéaux en taille et en résistance, mais les livrer prenaient une demi-journée pour un groupe. Isu tissa un harnais, grossier, fait de lianes et de bandes de cuir, qui, selon ses calculs, pouvait être jeté sur le dos de l'animal et auquel on pouvait attacher un traîneau. Il essaya. Le grand se tenait près de l'eau. Isu s'approcha avec le harnais. Le jeta prudemment sur son dos, l'animal frissonna comme un cheval chassant une mouche, mais ne partit pas. Isu l'attacha. Attacha le traîneau, un cadre plat de rondins. Posa une pierre sur le cadre. Le grand tira, non parce qu'on le lui demandait, mais simplement parce qu'il avança. La pierre le suivit. Isu marcha à côté et regarda l'énorme animal traînant derrière lui une charge que 4 personnes transportaient pendant une demi-journée. Le système rapporta, exploit, force des traits. Le sauropode est utilisé comme animal de transport. Efficacité de construction, augmentée de 340%. Recommandation, continuer. 340%. Ray se tenait sur la berge et regardait cela avec la même expression avec laquelle il avait regardé la première flèche entrer dans l'arbre. Puis il rit fort, sincèrement, et courut au camp. Pour appeler quelqu'un. La fondation fut achevée le 38e jour. Le système confirma, tâche fondation accomplie reçue, 1500 PC débloqués, structures avancées solde CP actuel, 2800 nouvelles tâches, mureté toiture terminée les murs principaux et la toiture de l'abri. Exigence, épaisseur des murs d'au moins 60 cm, toiture à double couche avec isolation. Délai, 40 jours. Récompense, 2000 PC plus déblocage protection thermique et renforcement clarification du système calcul du délai avant l'événement terminé. Délai avant la chute de l'astéroïde, environ 280 à 320 jours. Il lut la dernière ligne. 280 à 320 jours. Moins d'1 an. Peut-être 9 mois. Peut-être un peu plus. Isu ferma la notification. Leva les yeux vers l'abri, 3 murs d'1,5 mètre de haut, le début d'un toit, autour, une tribu de 40 personnes construisant avec lui. À côté de lui gisait Sog, se réchauffant sur une pierre. À la rivière, le grand tirait un autre traîneau de pierre. 9 mois. Il se leva. Appela Ray. Il accourut. Isu dessina l'abri sur le sol, ce qu'il y avait. Puis le redessina, plus grand. Puis encore plus grand. Puis montra le ciel, le dessin du cercle qui tombe, que la tribu connaissait déjà. Ray regarda. Puis hocha lentement la tête, avec une compréhension qu'Isu n'avait pas espéré voir aussi rapidement. Dit quelque chose. Se tourna vers le camp. Et cria fort, à travers toute la berge. Les gens commencèrent à se lever. La langue venait lentement, comme tout ce qui est réel. Pas par l'étude, par le travail. À travers des milliers de petits moments où il était nécessaire de dire quelque chose de spécifique et de trouver un moyen de le dire sans mots, puis avec eux. Rénommer un objet, Isu répétait. Isu montrait une action, Ray lui en donnait le nom. Au 40e jour, Isu avait environ 100 mots. Peu, mais assez pour donner des commandes simples. Pierre. Porteur. Ici, arrêtez. Bon. Non. Le vocabulaire de la construction du monde primitif s'avéra compact car il y avait moins de concepts et plus d'actions. Ray apprenait rapidement dans l'autre sens, au 40e jour, il connaissait une vingtaine de mots coréens. Non parce qu'il avait besoin du coréen, simplement parce qu'il faisait partie de ces gens qui s'intéressent à tout. Tête blanche, Isu apprit enfin son nom, quelque chose comme tâche, observa cet échange linguistique avec cette attention particulière qu'Isu commençait à comprendre comme sa principale façon d'exister dans le monde. Tâche regardait toujours. Participait rarement directement, mais ne manquait rien. Un soir, Tâche vint s'asseoir à côté d'Isu près du feu, de lui-même, sans invitation, ce qui arrivait rarement. Se tut. Puis dit quelque chose lentement, délibérément lentement, pour qu'Isu puisse comprendre. Isu comprit 3 mots sur 7. Ciel. Tomber. Quand? Je ne sais pas exactement, dit Isu en coréen, car il n'avait toujours pas les mots nécessaires dans la langue de la tribu. Puis il les trouva, beaucoup de jours. Très beaucoup. Tâche hocha la tête. Puis dit autre chose. Isu ne comprit pas.
lui demanda de répéter avec un geste. Tash répéta plus lentement. Ray, assis à proximité, traduisit avec des gestes et les mots coréens qu'il connaissait. Tash demandait, l'abri sauvera-t-il tout le monde? Isu regarda le feu. Je construis pour qu'il le fasse, dit-il. Ray traduisit du mieux qu'il put. Tash écouta. Hocha la tête. Se leva et partit. Isu le regarda partir et pensa que c'était plus qu'une question. C'était une permission. Ou une confiance. Quelque chose que Tash donnait rarement et valorisait d'une manière particulière. Le 45e jour, des étrangers vinrent au camp. Isu les entendit avant de les voir, non pas le bruit des pas, mais le changement de comportement de la tribu. Les gens se dirigèrent vers le centre, les hommes prirent leurs armes, Tash se tint droit. Ils étaient une vingtaine. Une autre tribu, cela se voyait immédiatement, différents ornements, une coupe différente des peaux, plus grand en moyenne. Ils avançaient non pas agressivement, mais pas pacifiquement non plus. C'est ainsi que marchent les gens qui viennent voir et décider selon la situation. Devant marchait un grand homme, avec un collier de griffes, avec l'expression qui signifie « Ici, je décide ». Il s'arrêta à 10 pas de Tash. Une conversation commença entre eux, rapide, avec des intonations élevées, avec des gestes qu'Isu interpréta comme un échange tendu mais contrôlé. Pas une menace, des négociations. Isu se tint sur le côté et regarda. L'homme au collier le regarda plusieurs fois. L'arc derrière son épaule. L'abri, les 3 murs déjà élevés à 2 mètres derrière lui. Puis montra l'abri. Dit quelque chose à Tash. Tash répondit brièvement. L'homme au collier regarda la structure longuement. Puis dit quelque chose à ses gens. Ils murmurèrent entre eux. Ray dit quelques mots à Isu doucement, il en comprit environ la moitié, ils ont vu. Le grand. Animal avec homme. Ils veulent savoir. Ils ont vu le grand avec un harnais. Isu réfléchit une seconde. Puis il s'avança. L'homme au collier, plus tard Isu apprit son nom, URG, le regarda d'un air évaluateur. Isu soutint son regard non pas agressivement, simplement avec égalité. Il sortit de derrière sa ceinture l'un des meilleurs couteaux. Le tendit, manche en premier. URG regarda le couteau. Le prit. Testa la lame avec son doigt, de la même manière que Ray l'avait fait la première fois. La même expression approbatrice. Isu montra l'abri. Puis URG. Puis fit un geste invitant, paume ouverte. URG observa. Puis s'avança vers l'abri. Il y passa environ 1 heure. Longea les murs, toucha la maçonnerie, regarda comment les pierres étaient fixées avec le mortier d'argile, leva les yeux vers le début de la charpente du toit. Ces gens restèrent dehors et attendirent. La tribu de Tash restait tendue, Isu le sentait. Mais URG ne fit rien d'agressif. Il étudia simplement. Enfin il sortit. S'approcha de Tash. Dit quelque chose brièvement. Tash regarda Isu. Ray traduisit cette fois assez clairement, il dit. Leur endroit. L'eau a disparu. Mauvais. Il cherche un nouveau. Il demande. Est-ce que ces gens peuvent construire à proximité? Isu resta silencieux une seconde. 20 personnes. 20 paires de mains de plus. 20 dos de plus. Environ 250 jours avant l'astéroïde, si on compte à partir d'aujourd'hui. L'abri n'était pas encore terminé. Et le rendre prêt à temps avec 40 personnes était plus difficile qu'avec 60. Oui, dit Isu. Il regarda Tash. Tash hocha légèrement la tête, à peine perceptible. Avec l'expression qui disait « J'ai compris ta logique ». Le Tricératops apparut une semaine après l'arrivée des gens du RG. Pas un, 3. Il broutait dans l'espace ouvert à l'ouest de la rivière, là où la forêt reculait et où commençaient les prairies. Isu les vit depuis la pierre d'observation du matin, 3 silhouettes massives avec leurs collerettes et cornes caractéristiques, se déplaçant sans hâte dans l'herbe. Le système réagit immédiatement, détecté, groupe de cératopsiens Tricératops, grand herbivore, espèce grégaire. Potentiel d'apprivoisement, moyen. Nécessite de la patience. Potentiel de combat, élevé. Défense de périmètre par mâle adulte. Potentiel de construction, force de trait moyenne, inférieure à un sauropode. Recommandation, commencer un rapprochement passif.
Isu regarda les 3 tricératops et pensa qu'il avait déjà le grand pour les charges lourdes. Mais le système avait parlé de potentiel de combat. Défense de périmètre. L'abri qu'il construisait était conçu pour la survie physique lors de l'impact de l'astéroïde. Mais entre maintenant et ce moment, il y avait aussi autre chose, les prédateurs. Nocturnes, imprévisibles, qui avaient déjà perturbé le camp 2 fois la nuit. Une fois, une meute de petits dinosaures rapides, semblables à des Deinonychus, avait emporté des provisions du côté nord du camp. La deuxième fois, quelque chose de gros avait fait le tour du périmètre toute la nuit, mais n'était pas entré, car Sog, déjà grand, avec des crocs de la longueur d'un doigt, avait poussé un tel rugissement que cela l'avait effrayé. Un tricératops adulte pesait plusieurs tonnes. Avec des cornes. C'était un autre type de garde. Le rapprochement passif prit 2 semaines. Il venait à la prairie tous les jours sans armes, sans mouvement brusque, sans essayer de s'approcher de près. Il était simplement à proximité. Parfois il s'asseyait sur un rocher et mangeait. Parfois il occupait ses mains, tressait, travaillait le cuir. Les tricératops le remarquèrent. Les 3 premiers jours, ils allaient à l'autre bout de la prairie. Puis ils cessèrent de s'éloigner. Ensuite, celui du milieu des 3, le plus jeune, commença à brouter à une distance ordinaire, sans y prêter attention. Le 10e jour, le jeune s'approcha de lui-même. Pas d'Isu, de l'endroit où il était assis, car la poussait de l'herbe haute et juteuse. Il broutait simplement à proximité. Isu resta immobile et sentit le sol trembler légèrement à chaque pas d'un animal pesant 5 tonnes qui se trouvait à 3 mètres de lui. Puis il tendit lentement la main avec une poignée d'herbe. Le tricératops jeta un coup d'œil de côté. Se figea. Puis tendit le cou vers l'herbe. La prit. Réobservait cela depuis sa place habituelle, un peu sur le côté, avec le regard d'un homme qui avait déjà cessé d'être surpris par ce qu'Isu faisait, mais qui regardait chaque fois avec la même attention. Quand Isu retourna au camp, Ray s'approcha de lui et dit, déjà assez clairement pour qu'Isu comprenne, tu parles aux animaux comme s'ils étaient des gens. Isu réfléchit. Non, dit-il. Je leur parle comme à des animaux. Les gens sont plus compliqués. Ray rit. Puis sérieusement, pourquoi as-tu besoin du cornu? Garde, dit Isu. Ray regarda le jeune tricératops, il broutait encore à la lisière de la prairie. URG, dit Ray doucement. Ces gens ont peur du cornu. Toujours. Maintenant ils n'auront plus peur, dit Isu. Le jeune tricératops la tribu le nomma avec son propre mot, quelque chose comme Thor. Isu l'accepta. Le nom lui convenait. Thor s'habitua au camp plus lentement que le grand, le tempérament était différent. Le grand était flegmatique et confiant. Thor était méfiant, avec des réactions rapides, avec un instinct qui s'enclenchait au mouvement brusque. Plusieurs fois, quand quelqu'un de la tribu s'approchait trop vite, il baissait la tête, montrait ses cornes. Personne ne fut blessé, mais une compréhension s'établit, Thor n'aimait pas que son espace soit violé. Isu travailla avec lui patiemment. Une règle simple, ne jamais s'approcher par derrière, toujours donner la nourriture de la main avant de toucher, ne pas rester à proximité plus longtemps que l'animal ne le tolère. Et après 3 semaines, Thor permit à Isu de toucher sa collerette, de gratter derrière la base des cornes, et de le conduire avec un simple licou en corde le long du périmètre du camp. URG observa cela avec un étonnement non dissimulé. La 4e semaine, il s'approcha lui-même d'Isu pour la première fois depuis leur première rencontre et lui tendit la main. Isu la prit. Ce n'était pas un geste de salutation ordinaire dans ce monde, il l'avait vu auparavant seulement entre ceux considérés comme égaux. URG dit quelque chose. Ray traduisit, il dit, tu apprivoises ce qui ne peut être apprivoisé. Cela signifie que tu sais voir ce que les autres ne voient pas. Isu réfléchit. Non, dit-il. Je persiste simplement plus longtemps. La construction entra dans un rythme. Ce n'était pas perceptible à un moment donné, simplement un jour Isu réalisa qu'il n'était plus nécessaire chaque matin de réexpliquer qui faisait quoi. Les gens savaient. Ils venaient à l'aube, prenaient les outils, marteau de pierre, levier en bois, brancard en cuir pour le mortier, et commençaient. 60 personnes. Puis, quand un autre petit groupe rejoignit le camp, d'abord prudemment, puis complètement, 72. L'abri grandit. Les murs s'élevèrent à 3 mètres. Puis à 4. L'épaisseur de la maçonnerie était de 70 cm, par endroits plus là où Isu avait décidé de renforcer les angles porteurs. Le mortier d'argile renforcé de roseaux coupés,
le système avait suggéré cette méthode, qui fournissait un renfort sans métal. Le grand transportait des pierres tous les jours. Thor faisait le tour du périmètre de construction, et aucun prédateur, grand ou petit, ne s'approchait du camp. Sog grandissait. Cela se fit progressivement, mais le 60e jour, Isu le regarda et vit, ce n'était plus un petit. Les crocs avaient atteint 5 cm, pas encore la taille adulte complète, mais déjà impressionnant. Le corps élancé, musclé, avec cette grâce féline particulière qui semble paresseuse jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Tash, la fille de la tribu, pouvait encore le gratter derrière l'oreille. Isu pouvait tout faire. Pour tous les autres, cela dépendait de l'humeur de Sog, changeante comme le temps. Le 75e jour, la première épreuve sérieuse survint. La nuit. Isu se réveilla à cause d'un son, pas Sog, plutôt. Quelque chose dans l'air avait changé, le silence était devenu différent, tendu, ce silence particulier qu'il avait appris à ressentir en 2 mois et demi de vie dans ce monde. Il se leva. Prit l'arc. Sortit. La lune brillait, presque pleine, donnait assez de lumière. Le camp dormait. Le grand se tenait près de la rivière immobile, c'était le premier signe, d'habitude il dormait couché. Puis Sog se leva sans un bruit, avec ce mouvement fluide qui signifiait « sérieux ». Isu regarda dans l'obscurité de la forêt du côté nord. Puis il les vit. Des yeux. 2 lumières jaunes dans l'obscurité, haut au-dessus du sol. Environ 3 mètres du sol. Quelque chose de grand. Le système s'afficha, menace, grand théropode probablement, allosaure ou espèce similaire. Comportement, inspection de l'odeur du camp. Niveau de menace, élevé. Recommandation, ne pas provoquer. Facteur de dissuasion, bruit. Allosaure. Isu resta immobile et réfléchit très rapidement. Le bruit. Le système avait dit, bruit. Dans le camp, il y avait 72 personnes, dont la moitié étaient des enfants et des femmes, qui paniqueraient si on les réveillait brusquement. La panique crée du mouvement. Le mouvement attire un prédateur. Mais il avait tort. Il s'approcha de l'endroit où le tricératops dormait tranquillement, le long du mur de l'abri. Touch son cou. Thor ouvrit les yeux instantanément, avec cet instinct animal qui ne connaît pas d'état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Isu montra la forêt. Thor pouvait déjà la sentir, ses narines travaillaient. La tête se tourna lentement dans la bonne direction. L'animal se leva silencieusement, malgré son poids. 1 seconde. Puis Thor fit un pas en avant et émit un son. Pas un rugissement, quelque chose de plus grave, guttural, venant du plus profond de son corps. Un son qu'Isu ressentit non pas avec ses oreilles, mais avec sa cage thoracique. Les yeux jaunes dans l'obscurité ne bougèrent pas pendant plusieurs secondes. Puis disparurent. Le silence. Un silence ordinaire, sans tension. Sog s'assit. Ferma les yeux à moitié. Thor resta 1 minute de plus, puis retourna à sa place et se coucha. Isu resta avec l'arc dans les mains et expira lentement. Le matin, il n'y eut aucun signe de panique, aucune histoire. Le camp se réveilla comme d'habitude. Seul URG s'approcha de lui avant le petit déjeuner. URG avait vu ou senti qu'il y avait eu quelque chose dans la nuit. Demanda brièvement. Isu répondit par un mot, celui qui dans la langue de la tribu désignait un grand prédateur. URG regarda Thor. Puis Isu dit quelque chose lentement. Ré n'était pas à proximité, mais Isu le comprit lui-même maintenant, la langue le permettait. Ton corps nu a protégé tout le monde. Pas le mien, dit Isu. Le nôtre. URG le regarda 1 seconde. Hocha la tête. Le 90e jour, Tash l'appela. Pas avec un geste, il envoya Ré avec des mots précis, Tash veut te parler ce soir, quand le soleil touchera la forêt. Isu vint à l'heure convenue. Tash était assis près de son propre feu, séparé du feu commun, petit. À côté se trouvait une pierre plate avec des signes dessus, des entailles faites par une autre pierre. Les premiers symboles. Pas encore l'écriture, des marques. Mais déjà un système. Tash lui fit signe de s'asseoir. Ils restèrent silencieux, le silence de cet homme faisait toujours partie de la conversation, pas une pause avant. Puis Tash commença à parler. Lentement, choisissant ses mots, il avait remarqué qu'Isu comprenait mieux, et s'adaptait. Isu ne comprit pas tout. Mais assez.
Tâche parla de ce dont il se souvenait. De ce que son maître, celui qui était Tâche avant lui avait raconté à propos d'une époque où le ciel était tombé ailleurs. Loin. Que la terre avait tremblé plusieurs jours, que le soleil s'était caché derrière la fumée. Que beaucoup de bêtes avaient disparu, et que la tribu avait à peine survécu en allant dans des grottes. Pas un astéroïde, un autre événement, un volcan ou un petit impact. Mais assez pour que le souvenir demeure. Tâche savait que le ciel pouvait tomber. Pas au sens métaphorique, littéralement. Sa tribu avait porté cette mémoire à travers les générations. Il montra l'abri dont les murs étaient visibles d'ici et dit quelque chose. Isu distingua, c'est pour cela que tu construis en pierre au lieu de peau. Oui, dit Isu. Tâche hocha la tête. Regarda les signes sur la pierre. J'ai fait un signe pour ce jour, dit-il lentement. Isu le comprit difficilement, mais il comprit. Pour que ceux qui viendront après sachent. Isu regarda les entailles sur la pierre. Il n'était pas une personne sentimentale. Un programmeur, un pragmatique, un homme d'échéance et de tâches techniques. Mais quelque chose dans cette scène, un vieil homme près du feu, gravant un souvenir de la fin du monde dans la pierre pour que les gens futurs sachent, quelque chose là-dedans le toucha là où le pragmatisme ne peut atteindre. Tâche SSI, dit-il. Vous m'avez beaucoup appris. Je ne l'ai pas dit directement. Tâche le regarda. Sourit, rarement, presque imperceptiblement, seulement avec les yeux. Dit quelque chose brièvement. Ray, qui vint plus tard et entendit la fin de la conversation, traduisit après, un homme sage apprend de tout. Même de celui qui est venu de nulle part. Le 100e jour, la construction entra dans une nouvelle phase. Le système débloqua structures avancées et ce qui était là changea l'échelle, structures avancées disponibles, niveau souterrain, approfondissement des fondations de 3 à 5 mètres offre une protection supplémentaire contre l'onde de choc contrefort, supports externes pour augmenter la résistance des murs à la pression collecteur d'eau, système de collecte d'eau de pluie à l'intérieur de l'abri conduit de ventilation, échange d'air sans ouverture directe vers l'extérieur niveau souterrain. C'était la clé, l'onde de choc d'un astéroïde de cette ampleur se déplacerait à la surface. Plus on était profond, mieux c'était. 3 mètres plus bas sous des murs déjà construits, c'était plusieurs semaines de travail. Mais il avait le grand, Thor, et 72 personnes. Il expliqua la tâche à Ray et URG par des dessins. Puis à Tâche, car il comprenait, si Tâche hochait la tête, tous les autres le faisaient. S'il ne hochait pas la tête, il discutait. Tâche écouta l'explication. Regarda le schéma du niveau souterrain. Puis dit un mot, celui qu'Isu connaissait déjà bien. Nous commençons. Tâche mur et toiture accomplie reçue, 2000 PC débloqués, protection thermique et renforcement solde CP actuel, 4800 nouvelles tâches, profondeur approfondir les fondations de l'abri d'un minimum de 3 mètres. Délai, 35 jours. Récompense, 2500 PC plus déblocage protocole final mise à jour délai avant l'événement, environ 190 à 220 jours. 190 à 220 jours. 6 à 7 mois. Isu ferma la notification. Ouvrit le plan de travail. Barra ce qui était terminé, ajouta le nouveau. Au-delà des murs de l'abri qui se dressaient maintenant avec des murs de 4 mètres de haut et avait un toit à double couche presque terminé, le camp vivait sa propre vie. Sog dormait à l'ombre, étalé avec l'air d'une créature qui n'a aucun souci. Le grand se tenait près de la rivière. Thor broutait dans la prairie, non plus seul, car les 2 autres tricératops du même groupe s'étaient progressivement aussi habitués au camp et restaient maintenant à proximité. 3 tricératops. Un sauropode. Un tigre à dents de sabre en croissance. 72 personnes. Ce n'est pas un camp, pensa Isu. C'est déjà autre chose. Il ne connaissait pas encore le mot pour cela. Mais le système, semblait-il, le connaissait, il appelait la tâche suivante protocole final. Il restait encore du travail avant la finale. Le 130e jour, des étrangers vinrent de l'Ouest. Pas 20 personnes, comme URG, plus. Isu compta depuis la pierre d'observation, environ 50. Ils se déplaçaient de manière organisée, avec des armes à la main, non rangées, mais non levées non plus. Le système réagit, avertissement, groupe important nombre, 50. Armée. Intention, inconnue. Recommandation, contact contrôlé. Isu descendit de la pierre. Trouva et URG, ils avaient déjà vu, avaient déjà des armes. Trouva Tâche, il se tenait droit et calme,
avec cette expression caractéristique qui était la sienne, d'un homme que ce qui arrivait ne prenait pas par surprise. 50 personnes. C'est 72. Mais l'abri. Les murs. Tort à l'entrée. Les étrangers s'arrêtèrent à distance. L'homme qui s'avança, pas jeune, avec beaucoup de cicatrices, avec le regard d'un homme qui avait vu beaucoup de choses dans sa vie, fixa l'abri longuement. Puis regarda Thor. Le Tricératops le regarda en retour. Ne bougea pas, resta simplement debout. L'homme balafré dit quelque chose fort. Isu ne comprit pas, le dialecte était différent, inconnu. Mais Tash comprit. Répondit brièvement. Un autre échange. Isu attendit. Enfin Ré lui dit doucement, leur endroit. Grand feu. De la montagne. Pas de nourriture, pas d'eau. Il cherche un endroit. On vit le nôtre. Il montra l'abri, de loin. Isu regarda les 50 personnes. 50 paires de mains. 120 jours avant l'astéroïde selon le dernier calcul du système. Il restait encore plusieurs tâches à accomplir avant le protocole final. L'abri, selon les calculs actuels, pouvait accueillir environ 120 personnes avec un confort minimal si le niveau souterrain était terminé. 72 plus 50, 122. Presque exactement. Tash le regarda. Ne parla pas, regarda simplement. URG le regarda. Silencieux aussi. Isu comprit, ils attendaient tous les deux sa décision. Pas parce qu'il était le leader, Tash dirigeait la tribu, URG dirigeait le deuxième groupe. Mais quelque chose, pendant ces 130 jours, s'était formé en une chose telle qu'en matière d'abri, sa parole était devenue définitive. Il s'avança. S'approcha de l'homme balafré. S'arrêta en face de lui. L'homme était d'une demi-tête plus grand que lui. Le regardait avec méfiance. Isu retira lentement l'arc de son épaule et le posa sur le sol à ses pieds. Se tint droit. Écarta les mains, paume vers l'avant. Le vieux geste. Le premier geste. L'homme balafré observa une seconde. Puis posa sa lance sur le sol à côté de ses pieds. Les 100 derniers jours avaient été différents. Pas plus lourds, plus intenses. La différence étant que la lourdeur écrase, tandis que l'intensité maintient en mouvement constant, ne laissant aucune chance de s'arrêter et de ressentir la lourdeur. 122 personnes. 3 tricératops. Le grand. Sog presque adulte, avec des crocs de 2 paumes de long, assez pour qu'aucun prédateur dans le rayon ne s'approche la nuit. Le niveau souterrain avait été le plus difficile de tous. 3 mètres plus bas dans la pierre sans explosifs, sans foreuse. Seulement le grand avec un traîneau et des gens avec des pics en pierre dure. Mais ils l'ont fait. Le système marqua, tâche profondeur accomplie reçue, 2500 PC débloqués, protocole final solde CP actuel, 9800 protocole final tâche, terminé complètement l'abri avant l'événement. Exigence, bloc d'entrée étanche pouvant être fermé de l'intérieur, réserve d'eau pour 90 jours, réserve de nourriture pour 90 jours, ventilation à travers une couche filtrante, animaux, placés à l'intérieur ou dans une cour protégée, délai, avant l'événement. Délai avant l'événement, 68 à 85 jours. 68 à 85 jours. Isu lut la liste des exigences. Nota mentalement ce qui était prêt et ce qui ne l'était pas. Bloc d'entrée, les barres en bois avaient été remplacées par des dalles de pierre avec un système de contrepoids. Bien. Oh, le collecteur d'eau fonctionnait, le puits souterrain avait été atteint la semaine dernière. Bien. Les réserves de nourriture avançaient activement. Chasse à l'arc, séchage de la viande, méthode de fermentation qu'il avait montrée aux femmes et qu'elles avaient ensuite développée elles-mêmes. Encore 3 semaines de travail étaient nécessaires. Ventilation à travers un filtre, le système suggérait une couche de mousse humide et de charbon de bois. Pas idéal, mais suffisant. Animaux. C'était la question principale. Le grand, 20 mètres de long, ne rentrerait dans aucune cour de taille raisonnable. Les 3 tricératops rentreraient dans une grande cour. Sog rentrerait n'importe où. Isu réfléchit à cela pendant 3 jours. Puis prit une décision qu'il n'aimait pas, mais qui était juste, le grand ne pouvait pas être à l'intérieur. Le grand irait là où iraient ceux qui iraient ou n'iraient pas. Il était sauvage. Il était habitué aux humains, mais il n'était pas apprivoisé au sens complet. Il avait une chance de survivre seul, les sauropodes résistaient dans des pires conditions. Les 3 tricératops dans la cour protégée à l'intérieur du périmètre des murs.
des murs de 3 mètres, il ne les franchirait pas, s'ils ne le voulaient pas. Et, apparemment, ils ne le voulaient pas, le camp était devenu leur maison sans que personne, y compris les tricératops eux-mêmes, ne s'en rendent compte. Sog avec lui. Toujours. Le 58e jour avant l'événement, Isu sortit vers la rivière le matin et trouva le grand là. L'animal se tenait près de l'eau, endroit habituel, matin habituel. Isu s'approcha avec les feuilles. Le grand les prit. Isu resta à proximité, sa main posée sur le cou chaud. Il pensa que c'était peut-être l'un des derniers matins où il se tenait ainsi. Le grand mangea lentement. Puis baissa son cou et toucha son épaule avec son museau, légèrement, comme le font les grands animaux quand ils ne comprennent pas leur propre force. Ou la comprennent et sont donc si prudents. Isu ne dit rien. Il resta simplement à proximité aussi longtemps qu'il y en avait. Les 20 derniers jours furent fiévreux. Provision. Conduit de ventilation. Inspection finale de la maçonnerie, Isu parcourut personnellement chaque mur, frappa, chercha des vides. Trouva 3 sections avec un mortier insuffisant, les refit. Tash travailla à proximité chaque jour. Pas physiquement, l'âge s'y opposait, mais par sa présence. Assis près de l'abri, regardait, disait parfois quelque chose aux gens qui travaillaient. Une fois, Isu capta son regard, long, calme, et comprit que Tash n'avait pas peur. Non parce qu'il ne comprenait pas ce qui allait arriver, mais parce qu'il l'avait accepté. C'était un autre type de courage, pas agressif, mais silencieux. Celui qui ne lutte pas contre ce qui est plus grand que soi, mais reste simplement debout à côté, droit. Le 8e jour avant l'événement, le système émit la notification finale, protocole final, terminé, toutes les exigences sont remplies. Message système abri prêt. Capacité, 124 personnes. Résidents actuels, 122. Protection estimée, suffisante en cas d'exposition directe à l'onde de choc. Insuffisante en cas d'impact direct, ce qui est improbable étant donné la distance de l'épicentre. Délai avant l'événement, 7 à 9 jours. Recommandation, fermer l'abri 24 heures avant l'événement. 7 à 9 jours. Isu se tenait au poste de commandement, une petite pièce dans le niveau souterrain où il gardait les plans et les outils, et lut la notification. Puis ferma l'interface. Sortit. Le ciel commença à changer 6 jours à l'avance. D'abord la couleur. Pas brusquement, progressivement, comme si quelqu'un ajoutait lentement quelque chose de rosâtre, puis d'orangé, dans le bleu. Au coucher du soleil, c'était particulièrement visible, le coucher de soleil était plus brillant que d'habitude, avec des bandes rouges qui n'existaient pas auparavant. La tribu le remarqua. Les gens parlaient doucement entre eux, non pas en panique, mais avec la tension qui vient quand le monde fait quelque chose d'inconnu. Les enfants jouaient moins. Les femmes restaient plus près de l'abri. Isu expliqua autant qu'il put que c'était un signe de l'approche de l'événement. Que le ciel se comportait ainsi parce que là-bas, au loin, quelque chose volait déjà. Qu'il devait se préparer à entrer. Tash rassembla tout le monde le 2e jour des changements du ciel. Il parla longtemps, Isu comprenait maintenant assez pour suivre. Tash parla de la mémoire. De ce que son maître lui avait dit, et le maître de son maître avant lui. De comment le ciel était déjà tombé auparavant, et les gens avaient survécu en allant sous terre. De comment cet homme, il montra Isu, était venu pour qu'ils aillent de nouveau sous terre. De comment la peur est juste, mais il ne faut pas laisser la peur agir à ta place. Puis Tash se tut. Et les gens, tous les 122, commencèrent à entrer dans l'abri. Isu se tenait à l'entrée et regardait chacun. Ré avec un petit sac. Fit un signe de tête à Isu en entrant. URG avec une lance, sans laquelle, semblait-il, il ne savait pas marcher. Regarda Isu directement, avec ce regard dans lequel il n'y avait pas de mots, mais il y en avait assez. L'homme balafré, Isu avait appris son nom au cours de ces mois, Var, avec 2 enfants par la main. L'un des enfants tenait une petite pierre, un simple galet de rivière. Isu regarda la pierre. Var remarqua le regard et dit quelque chose, l'enfant montra la pierre. Juste une pierre de la rivière. La prise en souvenir. Isu fit un signe de tête à l'enfant. Les tricératops entrèrent dans la cour, grande, avec un toit partiel, avec une réserve de nourriture et d'eau. Thor prit sa place habituelle près du mur sud et se coucha. Sog entra le dernier parmi les animaux, passa devant Isu, frôla sa main de son flanc, et s'installa près de l'entrée, à l'intérieur.
Tash entra avant-dernier. S'arrêta à l'entrée. Regarda le ciel qui, à ce moment-là, était clairement devenu différent, avec des traînées, avec ces taches rose-orange qui n'étaient pas un coucher de soleil. Dis quelque chose doucement. Isu se tint à côté de lui. Que as-tu dit? Demanda-t-il. Tash le regarda. Répéta lentement. Isu distingua, la terre se souvient de ceux qui construisent. Puis Tash entra. Isu resta seul à l'entrée. Le ciel à l'ouest était étrange. Pas encore effrayant, simplement étrange. Plus clair que d'habitude, avec cette couleur inconnue que le système décrivait comme une lumière diffusée par un objet entrant dans l'atmosphère. Loin. Très loin encore. Quelque part au bord de la rivière se tenait le grand. Isu pouvait voir sa silhouette, énorme, immobile, contre l'eau. L'animal regardait vers l'ouest, là où venait cette lumière. Isu pensa qu'il ne savait pas si le grand survivrait. Les sauropodes ont disparu avec les dinosaures, il le savait de son époque. Mais c'était une statistique, pas le destin d'un animal particulier. L'animal particulier se tenait au bord de la rivière et regardait le ciel, et il avait toutes les chances de trouver un abri, une grotte, de l'eau, un endroit où l'onde de choc serait plus faible. Isu leva la main. Pas pour appeler, simplement comme ça. Un geste sans mots. Le grand tourna la tête. Regarda une seconde. Puis se déplaça lentement le long de la rivière vers le nord, là où les berges rocheuses se transformaient en basses collines, là où il y avait des grottes et des surplombs rocheux. Isu regarda jusqu'à ce que la silhouette disparaisse au détour de la rivière. C'était calme. Pas l'événement lui-même, ce n'était bien sûr pas calme. Isu s'en souvint par fragments, comme on se souvient des choses devant lesquelles le corps se replie sur les instincts de base, d'abord la lumière, telle que même les yeux fermés ne vous protégeaient pas. Puis le son, arrivant plus tard, comme si le monde montrait d'abord, puis expliquait. Puis le sol, qui bougeait non pas comme dans un tremblement de terre en vague, par en dessous, mais comme quelque chose de plus massif, comme si la fondation même du monde avait décidé de se réarranger. L'abri tint bon. Il y eut des fissures à 2 endroits du niveau supérieur. De la poussière. Plusieurs pierres du toit tombèrent dans la cour. L'un des blocs d'entrée se coinça, Ray et Var le décoincèrent en 20 minutes. Les gens tinrent bon. Les enfants pleurèrent. Les adultes les retinrent. Sog parcourut le périmètre non pas anxieusement, mais d'un air professionnel, comme pour vérifier. Les tricératops se tenaient dans la cour, flanc contre flanc, les animaux trouvaient le calme dans la proximité. Tash s'assit au centre du niveau inférieur et ne dit rien. Il resta simplement assis, droit. Isu compta les heures. Ils ouvrirent l'abri le 3e jour. Non parce que c'était complètement sûr, mais parce que l'air à l'intérieur était devenu lourd, la ventilation fonctionnait avec difficulté, et continuer à attendre signifiait créer de nouveaux risques. Isu ouvrit le premier bloc d'entrée. Dehors, c'était un monde différent. Pas complètement détruit, mais différent. De la cendre. Légère, grise, recouvrant tout d'une couche uniforme, comme de la neige, qui n'avait jamais existé ici. Les arbres au bord de la rivière se tenaient, beaucoup sans feuilles, comme si l'automne était venu d'un coup. Plusieurs étaient tombés. Le ciel était gris, pas sombre, pas effrayant. Simplement gris, sans le soleil, qui se cachait derrière une couche de quelque chose en suspension dans l'atmosphère. Calme. Le même silence qu'après la première nuit dans ce monde, sans oiseaux, sans insectes. Seulement le vent, doux, transportant la cendre. Isu se tint à l'entrée. Derrière lui, 122 personnes. Au-delà des murs de l'abri, les tricératops, qui sortaient déjà prudemment dans la cour et reniflaient l'air cendreux. À côté de lui, Sog, pressé contre sa jambe avec cette tendresse peu caractéristique d'un tigre à dents de sabre qu'il montrait parfois quand le monde était incompréhensible. Ray se tint à côté de lui. Regarda le paysage cendreux. Maintenant quoi? Demanda-t-il. Dans un mélange de 2 langues, on ne pouvait plus dire laquelle appartenait à qui. Isu réfléchit. Le système donna la notification finale, il la vit du coin de l'œil, événement, survécu résident de l'abri, 122/122. Perte, 0. Système, nouvelle étape menace primaire éliminée. La phase de récupération commence. Une nouvelle tâche sera débloquée dans 30 jours. Le monde a changé. Ce que tu construis ensuite, ton choix. Ton choix. Pour la première fois,
Le système ne donna pas de tâche spécifique immédiatement. Simplement ton choix. Isu ferma la notification. Regarda le monde cendreux devant lui. La rivière coulait encore, il pouvait l'entendre. Cela signifiait qu'il y avait de l'eau. Les arbres tiennent debout, cela signifie que la forêt est vivante, seulement blessée. Les tricératops respirent normalement, cela signifie que l'air est respirable. Le monde n'est pas mort. Il a changé. Est devenu différent. Mais il vivait. Ré attendait toujours une réponse. Isu le regarda. Nous continuons à construire, dit-il. Ré hocha la tête. Se tourna vers la sortie, où les autres se tenaient, tous les 122, regardant l'aube cendreuse avec cette expression particulière des gens qui ont survécu à quelque chose après quoi le monde se divise en avant et après. Dit quelque chose fort. Isu ne distingua pas tout, mais distingua assez. Nous sommes vivants. Nous commençons. Il sortit le dernier. Sog marcha à côté de lui sans un bruit, avec cette démarche adulte à laquelle Isu n'était pas encore habitué. La cendre se déposa sur le pelage noir, sur les longs crocs, sur les moustaches. Isu s'accroupit et prit une poignée de cendre. Grise, fine, encore légèrement tiède. La regarda. Puis se leva. La cendre s'envola de sa paume, le vent l'attrapa, l'emporta. Le soleil derrière le ciel gris ne se voyait que par déduction, pas visible, mais deviné. Une lumière ténue, diffuse, qui disait « Je suis là ». Attends juste. Isu leva les yeux vers le ciel. Derrière son dos, 122 personnes sortaient de l'abri et faisaient leurs premiers pas sur la terre cendreuse. Sog s'assit à côté de lui et regarda aussi le ciel avec ce calme félin qui ne distingue pas une catastrophe d'un matin ordinaire. Isu regarda l'horizon. Quelque part là-bas, derrière le voile gris, derrière la cendre, derrière ce qui restait de l'ancien monde, se trouvait la rivière. Il y avait des collines. Il y avait des grottes où le grand avait peut-être attendu. Il ne savait pas. Il le saurait. Les 30 premiers jours après l'événement furent lents. Pas dans le mauvais sens, dans le sens d'un rythme imposé. Le ciel resta gris. Le soleil filtrait à travers la brume de cendre comme à travers du verre dépoli, il y avait assez de lumière, moins de chaleur que d'habitude. La température baissa. Pas de manière critique, mais notablement, les gens en peau tropicale passèrent à des peaux plus denses. Isu appela cela en lui-même l'hiver de cendre, une petite version de ce qui se produirait à grande échelle là-bas, à son époque, 66 millions d'années plus tard. Ici, c'était moins. Parce que l'abri était loin de l'épicentre. Parce que le terrain offrait une protection naturelle. Parce que la forêt, bien que blessée, tenait encore debout. La principale tâche du premier mois fut la reconnaissance. Isu sortit chaque jour, d'abord seul, puis avec Ray et 2 autres pisteurs des gens de Var, qui lisaient le paysage changer avec la même précision qu'avant l'événement ils lisaient les pistes. L'image se fit progressivement. Au sud, à 2 kilomètres de l'abri, la forêt avait brûlé. Non pas par le feu directement, mais par le choc thermique, les arbres se dressaient noircis, sans écorce, comme des chandelles calcinées. Le sol y était dur, cuit. Au nord, mieux. La rivière avait changé de lit à plusieurs endroits, déposé de nouveaux bancs de sable, mais coulait. L'eau était trouble, Isu ordonna de la faire bouillir et de la décanter à travers plusieurs couches de tissu. À l'ouest, là où l'événement avait eu lieu, personne n'alla. Il n'y avait pas d'intérêt. À l'est, des collines, des grottes, des affleurements rocheux. Là où le grand était allé. Le 16e jour après l'événement, Isu partit vers l'est. Seul. Ré essaya de suivre, Isu l'arrêta. C'était sa route. Sa question. Les collines étaient couvertes de cendres, mais vivantes, l'herbe sous la cendre était jaune, mais pas morte. Isu longea la rivière, lisant la berge. 3 kilomètres plus loin, il trouva des traces. Énormes, des empreintes rondes caractéristiques dans le sol cendreux que seule une sorte de créature dans cette région pouvait laisser. Fraîche, de moins de 2 jours. Isu suivit les traces. Le trouva dans une large dépression entre 2 crêtes rocheuses. Le grand était couché, ce qui en soi était inhabituel. Les sauropodes préféraient rester debout, même pour dormir. Couché sur le côté, le cou étiré. Isu s'arrêta au bord de la dépression et regarda. Il respirait. Sa cage thoracique se soulevait et s'abaissait lentement. Isu descendit dans la dépression.
s'approcha. Le grand l'entendit, leva lentement la tête, avec effort. Regarda. Isu s'accroupit près du cou. Posa sa main sur la peau chaude, plus fraîche que d'habitude, c'était perceptible. Examina les yeux, vitreux, mais vivants. Il n'était pas vétérinaire. N'était pas paléontologue. Mais avait vécu assez longtemps dans ce monde pour lire l'état des animaux à un niveau basique. Épuisement. Peut-être les conséquences de l'onde de choc. Le grand avait attendu dans la dépression, ce qui offrait une protection partielle. Avait survécu. Isu sortit des feuilles du sac, les avait prises avec lui, ne sachant pas pourquoi, simplement les avait prises. Les déposa devant le museau de l'animal. Le grand regarda les feuilles. Puis lentement, avec effort, tendit le cou pour les prendre. Mangea. Isu s'assit à proximité et regarda le ciel gris au-dessus de la dépression pendant que le grand mangeait. Il ramena le grand à la rivière 3 jours plus tard, quand il se remit sur ses pattes avec assez d'assurance. Lentement, avec des arrêts, mais il marchait. Au camp, personne ne dit rien, simplement ils regardèrent le grand animal réapparaître au bord de la rivière. Tash, la fille au grain de beauté, courut chercher des feuilles immédiatement, sans un mot. Ray se tint à côté d'Isu. Je pensais qu'il ne reviendrait pas, dit Ray. Moi aussi, répondit Isu honnêtement. Le 31e jour, le système donna ce qui était promis, nouvelle tâche, monde nouveau, le monde a changé. Les anciennes règles de survie sont partiellement obsolètes. Tâche, adapter l'abri et la tribu aux nouvelles conditions. Sous-tâche, 1. Nourriture, créer une source de nourriture stable indépendante de la chasse. 2. Chaleur, modifier l'abri pour les températures réduites. 3. Réseau, trouver d'autres survivants dans un rayon de 3 jours de marche. Délai, ouvert. Récompense, pour chaque sous-tâche 1000 PC. Solde CP actuel, 9800 tâches cachées, se débloque après l'accomplissement des 3 tâches cachées. Le système mentionna cela pour la première fois. Isu regarda la ligne plus longtemps que d'habitude. Puis ferma la notification et alla voir Tash. Tash était assis à sa place habituelle près du mur sud de l'abri, où la cendre avait déjà été soufflée des pierres et où l'on pouvait se réchauffer avec la chaleur résiduelle de la pierre. Isu s'assit à côté de lui. Ils restèrent silencieux par habitude. Tash. Nous devons chercher d'autres survivants, dit Isu. Tash hocha la tête, il y avait déjà pensé, à en juger par l'expression de son visage. Les tribus que nous connaissions. Y en a-t-il d'autres? Il y en avait 3, dit Tash lentement. Au nord. Au nord-est. Au sud. Pause. Le sud, je ne sais pas. Le feu était plus fort là-bas. Le nord et le nord-est? Peut-être. Isu réfléchit. Nous irons, dit-il. Tash le regarda. Pas toi, ajouta Isu. Ray. Et moi. Tash hocha la tête. Puis dit quelque chose doucement qu'Isu ne comprit pas immédiatement et redemanda du regard. Tash répéta, prends le signe. Quel signe? Tash se leva lentement, avec la précaution qui était venue avec lui après l'événement, et entra dans l'abri. Revint avec une pierre plate. Celle-là même sur laquelle il avait gravé des signes la nuit précédant la fermeture. La tendit à Isu. Isu la prit. Regarda les entailles, des rangées de symboles, dont il connaissait déjà partiellement la signification. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il en montrant un. Nous sommes vivants. Venez à nous. Dit Tash. Ils partirent à l'aube, Isu, Ray et Sog. Sog marchait seul, pas en laisse, jamais en laisse. Il marchait simplement à côté d'eux, allant parfois en éclaireur et revenant. Dans le monde de cendres, le tigre à dents de sabre était la sentinelle la plus fiable, il sentait les odeurs à 1 kilomètre, entendait ce que les gens n'entendaient pas, et communiquait avec Isu par ces signaux silencieux qui, au fil des mois de vie commune, étaient devenus compréhensibles sans traduction. Oreille en arrière, danger. Oreille en avant, intéressant, mais pas menaçant. Queue basse, avancer silencieusement. Assis, tout est calme. Un langage simple. Fiable. Le premier jour du voyage, la forêt. La forêt au nord avait moins souffert qu'au sud, mais elle avait changé. La cendre reposait dans les fourches des arbres, sur les larges feuilles des fougères, dans les fissures de l'écorce. Plusieurs arbres étaient tombés, non par le feu,
mais par l'onde de choc, racines arrachées, tronc couché dans une seule direction, comme si le vent avait tout plié d'un coup. Il y avait moins de traces d'animaux. Pas zéro, mais moins. Ray marchait et lisait les traces avec ce calme qui étonnait toujours Isu. Un pisteur ne pensait pas séparément, il voyait simplement. Regardait sous ses pieds et voyait l'histoire de qui était passé ici avant. Des troupeaux sont passés ici, dit-il dans la seconde moitié de la journée. Hier ou avant-hier. Vers le nord-est. Beaucoup? Moyen. Ray secoua la tête. Moins qu'avant. Isu hocha la tête. Les troupeaux se déplacent là où les conditions sont meilleures. Cela signifie que les conditions sont meilleures au nord-est. Cela signifie qu'il y a de l'herbe et de l'eau là-bas. Cela signifie que des gens ont pu y survivre. Ils marchèrent jusqu'à la nuit. Firent un feu dans un abri sous un surplomb rocheux. Mangèrent de leurs provisions. Sog était couché près du feu, avec l'âge son attitude envers le feu avait changé, avant il se tenait à distance, maintenant il se réchauffait comme n'importe quel chat, sans complexe. Ray regarda le feu. Isu, dit-il. Même. Comment as-tu su? Isu le regarda. Quoi? Que le ciel tomberait. Ray le dit calmement, sans drame. Il demandait simplement. Comment as-tu su? Isu réfléchit une seconde. Le système, dit-il. Puis il réalisa que cela n'expliquait rien pour Ray. Quand je suis arrivé ici, une connaissance est apparue en moi. Comme si quelqu'un me l'avait montré. Qui? Je ne sais pas. Ray hocha la tête. Accepta cela sans question supplémentaire. Dans ce monde, une explication complète n'était pas nécessaire pour accepter un fait. Tash dirait après une pause, que tu viens d'une autre époque. Isu le regarda. Tash a dit ça? Tash dit beaucoup de choses. Pas à tout le monde. Il me l'a dit. Isu resta silencieux. C'est vrai, demanda Ray. Une longue pause. Le feu crépitait. Sog changea sa tête d'une patte sur l'autre. Oui, dit Isu. Ray hocha de nouveau la tête. Avec le même hochement de tête égal, comme si cela expliquait beaucoup, mais ne changeait rien. C'est bien que tu sois venu ici, dit-il simplement. Et il s'allongea pour dormir. Isu regarda le feu longtemps après cela. C'est bien que tu sois venu ici. Pas une question, pas un doute, juste un fait. Dis comme on dit du temps ou de la direction de la rivière. C'est simplement ainsi. Isu ne répondit pas. Mais quelque chose en lui se calma un peu, cette anxiété de fond qui vivait en lui depuis le premier jour dans ce monde et qu'il avait appris à ignorer si bien qu'il avait presque cessé de la remarquer. Un peu plus calme. Ils les trouvèrent le deuxième jour du voyage, non pas ils les trouvèrent, mais eux. Sog se leva et dressa les oreilles en avant, le signe qui signifiait intéressant, pas menaçant. Isu et Ray s'arrêtèrent. Une minute plus tard, un homme sortit de derrière les arbres. Jeune, mince, le visage méfiant et une lance à la main. Il regarda Sog qui était assis à côté d'Isu avec l'air d'une créature à qui tout ce qui se passait ennuyait, puis Isu dit quelque chose. Isu ne comprit pas, dialecte différent. Mais l'intonation était interrogative. Ray dit quelques mots, apparemment, compris partiellement. Montra la pierre de Tash dans les mains d'Isu. Le jeune homme regarda la pierre. La prit soigneusement, comme on prend quelque chose d'important. Lit les signes, ou ne les lut pas, mais les examina. Puis leva les yeux. Et siffla brièvement, en direction de la forêt. D'autres sortirent de là. Puis d'autres. Puis Isu cessa de compter et regarda simplement les gens sortir de la forêt, l'un après l'autre, avec les mêmes visages méfiants, avec la même question dans les yeux. 38 personnes. Ils avaient survécu dans les grottes des collines du Nord, Isu le comprit par les gestes et par les mots qu'il pouvait distinguer. Les grottes avaient offert une protection. Il n'y avait déjà plus de nourriture depuis longtemps. De l'eau d'un ruisseau dans les rochers, trouble. Isu regarda les 38 personnes. Réfléchit. L'abri avait été calculé pour 124. Maintenant il y en avait 122 là-bas. Plus 38, 160. Trop. Mais l'agrandissement. Le travail qu'ils avaient fait dans les premières semaines avait laissé une réserve, un niveau inférieur dans l'abri, inachevé. Isu l'avait prévu comme stockage. Si nécessaire, résidentiel.
15 places supplémentaires réalistement. 20 avec un tassement plus serré. 38 moins 20 égale 18 personnes qui nécessitaient une autre solution. Ray, dit-il. Oui. L'abri doit être agrandi. Un autre niveau, cette fois horizontal, le long du mur nord. Il calculait déjà dans sa tête, pierre, mortier, temps. 6 semaines de travail. Et ces gens, où? Pour l'instant dans le camp dehors. Près des murs. Puis à l'intérieur. Ray hocha la tête. Se tourna vers les 38. Commença à parler lentement, avec des gestes, avec ces mots qui, apparemment, étaient assez proches de leur dialecte. Isu observa les visages. La méfiance s'estompait. Pas toute, mais s'estompait. Là où il y avait eu de la tension, autre chose apparut. Ce qu'Isu avait déjà vu plusieurs fois sur les visages de différentes personnes quand elles entendaient parler de l'abri pour la première fois. De l'espoir. Ce mot avait la même apparence partout, quelle que soit la langue. Le retour avec 38 personnes prit presque 2 jours, les enfants marchaient lentement, plusieurs adultes étaient affaiblis. Sog marchait à l'arrière-garde, choisit cette place lui-même, comme s'il en comprenait la fonction. Les enfants eurent peur de lui les premières heures. Puis ils s'habituèrent à lui, comme tous les enfants qu'Isu avait rencontrés, rapidement, sans prévenir, avec cette logique enfantine qui dit, si le grand et effrayant est assis à côté de notre personne, alors il est des nôtres. Le deuxième jour du voyage, vers le soir, les murs de l'abri apparurent devant. Isu les avait vus tous les jours depuis plusieurs mois déjà. Pierre, mortier d'argile, toiture. Ses mains, les mains de Ray, les mains de tous les 122. Mais maintenant il les voyait avec des yeux différents. Les yeux des 38 personnes à côté de lui, pour qui c'était la première vision. Une petite fille d'environ 5 ans, avec de la cendre dans les cheveux, prit sa main. Juste comme ça, sans explication. Regarda les murs. Isu baissa les yeux vers elle. Puis vers l'abri. La terre se souvient de ceux qui construisent, avait dit Tash alors à l'entrée. Les 2 premières sous-taches du monde nouveau se fermèrent d'elles-mêmes au cours des semaines suivantes. Nourriture, les femmes, sous la direction de l'une de celles qui étaient venues du nord, qui connaissait les plantes mieux que quiconque Isu n'ait jamais rencontré, commencèrent les premières plantations. Pas une vraie agriculture, juste le déplacement de rhizomes comestibles plus près de l'eau, un arrosage régulier, une observation. Résultat après 30 jours, les premières pousses de ce qu'Isu appelait en privé navets sauvages. Pas beaucoup. Mais un début. Chaleur, le niveau inférieur de l'abri fut isolé avec une couche de peau et d'argile. Des foyers avec la fumée évacuée par les conduits de ventilation, un système qu'Isu avait conçu avant l'événement, et maintenant entièrement mis en œuvre. À l'intérieur, il faisait plus chaud de plusieurs degrés. Dans l'hiver de cendre, cela se faisait vivement sentir. Réseau, 38 du Nord. Plus un autre groupe vint de lui-même 3 semaines plus tard, 12 personnes du Nord-Est, qui virent la fumée des foyers de l'abri à l'horizon et marchèrent vers elle. Puis encore 7. Le 80e jour après l'événement, 181 personnes vivaient dans et autour de l'abri. Le système marqua les 3 sous-tâches accomplies. Et ouvrit la tâche cachée. Tâche cachée, première ville tu as construit un abri. Maintenant construis quelque chose de plus grand. Pas un endroit où les gens se cachent. Un endroit où les gens vivent. Exigence, structure résidentielle permanente pour tous les résidents, une source d'eau à l'intérieur du périmètre, un espace commun pour les rassemblements, un périmètre de peuplement marqué délai, ouvert. Récompense, cachée jusqu'à l'accomplissement. Note du système, cette tâche n'a pas de limite de temps. Il ne s'agit pas de survie. Il s'agit de ce que tu décides de construire ensuite. Isu lut la tâche longuement. La première ville. Il était programmeur. Un homme d'échéance et de tâches techniques. Il a construit un abri parce qu'il savait, un abri était nécessaire. C'était de la logique, des calculs, c'était clair. Mais une ville, c'est autre chose. Une ville, c'est une décision sur ce à quoi le monde va ressembler. Non pas simplement comment survivre, mais comment vivre. Quelles règles? Quel rôle? Comment partager, comment décider, comment grandir? Il ferma la notification. Alla voir Tash. Tash écouta silencieusement, Isu parla longtemps, mélangeant 2 langues, dessinant sur le sol, expliquant avec des gestes. Ray traduisait quand Isu manquait de mots. Quand Isu eut fini, Tash resta immobile.
Puis dit, l'abri, tu l'as construit seul. La ville, non. Je sais, dit Isu. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Parce qu'une ville, ce sont des gens. Et toi, tu connais les gens. Tash le regarda. Tu es intelligent, dit-il enfin. Sans aucune intonation particulière, juste un constat. Parfois, dit Isu. Tash sourit légèrement, avec les mêmes yeux que toujours. URG, dit-il. Var. Cette femme du Nord, quel est son nom? Hera. Hera. Convoque-les ce soir. Isu se leva. Et Ré, ajouta Tash. Ré est toujours à proximité. Je sais, dit Tash. C'est précisément pour cela. Ils se réunirent le soir, les 5 plus Isu, Tash, URG, Var, Hera, Ré. Sog était couché sur le côté et faisait semblant de dormir. Sog faisait toujours semblant de dormir quand quelque chose d'important se passait. Isu expliqua de nouveau, déjà plus brièvement, car Ré avait traduit au préalable pour ceux qui n'avaient pas compris la première fois. Puis se tut et attendit. URG parla le premier, directement, comme toujours. Mes gens construisent pour eux-mêmes. Pas sous la parole d'un autre. Je ne demande pas sous la parole d'un autre, dit Isu. Je demande ensemble. Quelle est la différence? La différence, c'est que ensemble, c'est quand chacun construit le sien, et que cela devient commun. Sous la parole d'un autre, c'est quand un seul construit, et que les autres exécutent des ordres. URG réfléchit. Qui décide s'il y a un différent, demanda-t-il. Ensemble, dit Isu. Ce cercle. URG regarda les autres. Tash hocha la tête. Var haussa les épaules avec l'air d'un homme qui faisait déjà confiance à ce qui se passait depuis longtemps. Hera. Hera, la femme du Nord, qu'Isu au cours de ces semaines avait appris à connaître comme une personne dotée d'une rare capacité à voir le pratique dans l'abstrait, demanda, où sera la ville? Isu avait attendu cette question. Sortit un morceau d'écorce avec un schéma dessiné. Ici l'abri. Il montra le centre. Autour, des quartiers résidentiels. Chaque tribu son propre quartier. Un espace commun entre tous. Le périmètre, demanda Hera. Un mur. Pas aussi haut que celui de l'abri. Mais marqué. Des portes? 2. Hera regarda le schéma. Le drainage des eaux de pluie? Isu la regarda. Comment sais-tu ce qu'est le drainage? Là d'où je viens, dit-elle calmement, il y avait un homme intelligent qui construisait bien. Il est mort. Mais je me souviens. Silence. Il y aura un drainage, dit Isu. Hera hocha la tête. Alors je suis d'accord. La construction de la ville commença le 92e jour après l'événement. Pas par un moment solennel, par le marquage. Isu et Ré parcoururent le périmètre avec une corde et des piquets, marquant la limite. Derrière eux marchaient Tash et URG, chacun de son côté, regardant où serait leur quartier. Le grand, rétabli, marchait à nouveau régulièrement, transportait des pierres. Thor avec les 2 autres tricératops longea le futur périmètre, comme pour le vérifier. Sog était assis sur la plus haute pierre de l'abri et regardait tout cela avec l'air d'une créature qui se considérait comme le superviseur du processus. Après une semaine de travail, ce qu'Isu appela en privé le premier conflit urbain se produisit. 2 quartiers, celui des gens du RG et celui des nordistes sous Hera, revendiquèrent la même parcelle près du mur sud, où le sol était le meilleur pour la construction. URG vint vers Isu avec un regard qui ne suggérait pas une longue conversation, mes gens sont venus les premiers. Hera vint avec un dessin, cette parcelle est la seule avec la bonne pente pour le drainage. Isu écouta les deux. Puis se rendit sur le lieu du différend. Examina la parcelle. Demanda à Hera de montrer le calcul de la pente, il était correct. Regarda URG. Tes gens sont venus les premiers, dit-il. Mais sans drainage, il y aura de la boue ici à chaque pluie. Tu as des enfants. Veux-tu que les enfants vivent dans la boue? URG regarda. Hera construit le drainage sur sa parcelle, continua Isu. Il passe par la tienne. Tout le monde y gagne. Différents clos. Pause. Pourquoi par la mienne, demanda URG. Parce que la pente va dans ta direction. Mais vous construisez le canal ensemble. URG regarda Hera.
Elle le regarda avec l'expression d'une personne prête à travailler et pas prête à perdre du temps. Bon, dit URG. Sans aucune joie particulière, mais il le dit. Le système scintilla doucement, progrès, première ville accomplie, un quart exigence, périmètre marqué. Le 120e jour après l'événement, le ciel recommença à changer. Cette fois dans l'autre sens. La brume de cendres s'estompait. Lentement, imperceptiblement jour après jour, mais Isu le suivait par l'ombre, elle devenait un peu plus nette chaque semaine. Puis un matin, il sortit de l'abri et vit le soleil. Pas à travers un voile gris, le vrai. Pâle, pas aussi brillant qu'avant l'événement, mais rond, clair, avec des ombres. Il resta debout et le regarda plusieurs minutes. Puis il entendit un son. D'abord il ne comprit pas. Puis il comprit. Un oiseau. Quelque part dans la forêt au nord, un oiseau chantait mince, prudemment, comme après un long silence. Isu écouta. Ray sortit à côté de lui, s'arrêta. Écouta aussi. Un oiseau, dit-il doucement. Comme pour vérifier à voix haute si c'était vrai. Oui. Ils restèrent debout et écoutèrent jusqu'à ce qu'ils se taisent. Puis les gens commencèrent à sortir de l'abri, certains avaient entendu à travers les murs, d'autres sortaient simplement parce que d'autres étaient sortis. Ils se rassemblèrent près de l'entrée, regardèrent le soleil. Silencieusement, sans mots inutiles. Tash, la fille au grain de beauté, trouva Isu dans la foule et prit de nouveau sa main. Silencieusement. Regarda le soleil. Tash sortit le dernier, comme toujours. Se tint un peu à l'écart. Leva son visage vers le soleil. Ferma les yeux. Isu le regarda. Un vieil homme aux yeux fermés sur la terre cendreuse, qui commençait à oublier la cendre. Un homme qui avait porté la mémoire que le ciel peut tomber à travers tant de générations que plus personne ne se souvenait si c'était vraiment arrivé ou si c'était juste une histoire. Et puis quelqu'un est venu d'une autre époque et il s'est avéré que l'histoire était vraie. Et ils ont construit un abri. Et ils ont survécu. Et maintenant ils construisent une ville. Le 140e jour, le système ferma les derniers sous-points, tâche première ville, accomplie structure résidentielle, terminée. Source d'eau, fonctionnelle. Espace commun, construit. Périmètre, marqué et renforcé. Récompense, cachée, et maintenant révélée. Récompenses cachées, ce ne sont pas des points de construction. Ce n'est pas un nouveau plan. Le système enregistre, tu es venu dans un monde qui était censé périr. Tu n'as pas seulement survécu à l'événement. Tu as créé les conditions pour que l'humanité continue. 181 personnes vivent ici. Leurs descendants vivront. Voilà la récompense. Le système de l'abri a rempli sa fonction. Ce qui vient ensuite t'appartient. Isu lut cela longuement. Puis ferma l'interface. Se leva. Quitta le poste de commandement. Le matin, il se réveilla et le système avait disparu. Il ne disparut pas avec une explosion ou un message d'adieu. Simplement quand il ouvrit les yeux, la lueur familière n'était pas là. L'interface ne répondait pas. Les panneaux n'apparaissaient pas. Le silence. Il resta allongé et regarda le plafond de pierre du niveau inférieur. Puis se leva. S'habilla. Sortit. Le matin était ordinaire, dans la mesure où ce mot pouvait s'appliquer à un monde qui avait survécu à un astéroïde 6 mois auparavant. Le soleil était déjà presque normal, presque le même qu'avant. Le ciel bleu avec des nuages blancs. La forêt au nord reverdissait prudemment, d'une nouvelle manière, avec de jeunes feuilles d'une teinte légèrement différente des anciennes, mais elles étaient là. La ville s'éveillait. De la fumée des foyers. Des voix. Des enfants, Tash avec son groupe courait quelque part pour ses affaires, avec cette rapidité qu'ont les enfants quelles que soient les catastrophes. Le grand se tenait près de la rivière, comme il le faisait chaque matin. Thor broutait dans la prairie, qui redevenait lentement, incertainement, verte. Sog sauta sur son épaule, pas fort, simplement pour marquer sa présence. S'installa à côté de lui. Isu le gratta derrière l'oreille. Sog ferma les yeux. Réarriva quelques minutes plus tard avec 2 morceaux de viande rôtie. Entendit un. Le système a disparu, demanda-t-il. Isu le regarda. Comment le sais-tu? Tu as un regard différent, dirait simplement. Quand le système était là, tu regardais parfois ailleurs. Tu lisais quelque chose. Pause.
Maintenant tu regardes seulement ici. Isu prit la viande. Mangea en silence. Oui, dit-il. Disparu. Bien, dit Ray. Pourquoi bien? Ray le regarda avec cette expression qu'Isu, au fil de ces mois, avait appris à lire comme « Tu es intelligent, mais parfois tu ne comprends pas l'évidence. » Parce que quand le système était là, tu construisais ce qu'il disait. Il montra la ville autour d'eux. Maintenant tu construire ce que tu penses être juste. Isu le regarda. Puis la ville. Les murs de l'abri au centre. Autour, des quartiers, des rues, ils n'avaient pas encore de nom, mais ils avaient déjà un caractère, ceux des gens du RG étaient droits, sévères, ceux des nordistes, courbes, avec de petites cours, ceux qui étaient venus à l'origine avec tâche avaient les bâtiments les plus anciens, déjà légèrement assombris. L'espace commun, une grande cour ouverte au centre, où le soir brûlait le feu commun et où chaque quartier était représenté par au moins quelqu'un. 181 personnes. Différentes. Parlant des dialectes différents. Ayant des coutumes différentes. Se disputant parfois si fort qu'Isu pensait, ça y est, c'est fini. Et puis, d'une manière ou d'une autre, cela s'arrangeait. Parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Pas le passé, qui était différent pour tous. Un avenir commun. Tash sortit de l'abri plus tard que tout le monde, comme toujours. Traversa la cour commune. S'arrêta à côté d'Isu. Ils restèrent silencieux selon la coutume de Tash. Puis le vieil homme dit quelque chose. Lentement. Isu comprit chaque mot, la langue était complètement devenue la sienne au fil de ces mois. Tu es venu de nulle part. Tu as construit un abri. Maintenant nous avons un endroit. Oui, dit Isu. Que vas-tu faire maintenant? Isu regarda la ville. Le grand au bord de la rivière. Thor dans la prairie. Sog, qui avait levé la tête et regardé quelque part vers le nord avec l'expression qui signifiait « Il y a quelque chose d'intéressant là-bas ». Les gens qui s'éveillaient et commençaient la journée. Ray, qui marchait déjà quelque part rapidement, efficacement, avec ce mouvement perpétuel d'une personne qui a toujours une tâche suivante. Hera, qui se tenait près du fossé de drainage et vérifiait quelque chose le matin, car Hera vérifiait tout le matin, c'était sa façon de vivre. Tash, qui revenait en courant avec quelque chose dans les mains, avait apporté une fleur. Petite, jaune. La première fleur après l'événement. La tendit à Isu en passant, la lui mit simplement dans la main et continua sa course. Isu regarda la fleur. Je ne sais pas encore, dit-il à Tash. Le vieil homme hocha la tête. Bien, dit-il. Il n'y a pas besoin de se presser. Nous sommes vivants. Le soleil se levait au-dessus de la jeune forêt. Il y avait moins de cendres chaque jour. Quelque part au nord, un oiseau chantait de nouveau, plus un seul, déjà plusieurs, non plus prudemment, mais à pleine voix, comme s'ils avaient oublié qu'ils s'étaient tués récemment. Sog se leva. S'étira. Regarda Isu. Isu le regarda. Allons-y, dit-il. Il ne précisa pas où. Sog ne demanda pas. Ils longèrent la rivière, jusqu'à là où la forêt recommençait, jeune, encore cendreuse sur les bords, mais vivante à l'intérieur. Là où l'herbe perçait la couche grise. Là où l'eau coulait là où elle avait toujours coulé. Derrière eux restait la ville. 181 personnes qui construisaient quelque chose qui n'avait pas encore de nom. La première ville du monde. Ou simplement un endroit où les gens vivent. Parfois, c'est la même chose.